Comme vous le savez, nous sommes en train de changer de civilisation et une notion est en train d'y prendre une place prépondérante, c'est la notion de contributivité. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer en s'appuyant sur deux livres qu'est-ce que c'est que cette notion de contributivité et de regarder comment, dans la mutation en cours, nous sommes en train de l'aborder ou de la prendre en compte et comment nous pourrions rationaliser cette prise en compte. Donc, je vous ai dit, on va travailler autour de deux livres. Le premier, il est écrit par Pierre Giorgini, qui est un proche de Bernard Stiegler et qui est l'ancien doyen de la Cato de Lille. Son livre s'appelle La Révolution contributive et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans la vie, l'essentiel, ce sont les échanges et les réseaux qui permettent ces échanges. L'homme est en train d'en prendre conscience et du coup, sa vision du monde évolue. Le second livre, il est écrit par moi-même, Geneviève Boucher. Il s'intitule Économie productive, économie contributive et il explique pourquoi la notion d'économie qui aujourd'hui ne parle en réalité que de l'économie productive doit progressivement évoluer pour que nous prenions également en compte l'économie contributive. Or, évidemment, les choses ne sont pas simples parce que l'économie contributive a un mode de fonctionnement qui est quasiment inverse de l'économie productive, mais en même temps complémentaire. Et donc, tout le challenge que nous avons à résoudre, c'est voir comment on crée des institutions et des outils de gouvernance qui permettent de faire face à cette dualité. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous exposer pourquoi on est obligé d'avoir cette réflexion et comment on pourrait aborder les questions. Et les débats que vous allez avoir avec Bertrand Séné vous permettront d'approfondir ou de réagir ou d'apporter vos propres réflexions sur cet aspect extrêmement important et souvent mal compris, car si on veut aller vers une économie verte, etc., il faut en amont résoudre ce problème-là. Alors, actuellement, il y a un consensus à travers le monde, dans les populations, en particulier les générations montantes. Elles veulent toutes rationaliser la manière de produire et de consommer. Et il se trouve qu'on sait à peu près faire en utilisant les robots et les données. Mais cette façon de voir les choses crée des changements bien plus profonds que ce qu'on vient de dire. En particulier, si au XXe siècle, le challenge, c'était de fabriquer des entreprises puissantes capables d'aller à la conquête des marchés mondiaux, aujourd'hui, le challenge, c'est d'avoir un tissu entrepreneurial créatif et réactif. Aujourd'hui, nous n'avons pas les institutions qui permettent de piloter la créativité et la réactivité de notre tissu entrepreneurial. On commence à voir des petits morceaux du Pulse apparaître, en particulier depuis 2018 dans la LAPAC, il y a cette notion d'entreprise à mission qui est une des pierres fondatrices de cette évolution. Mais comme nous allons voir, il nous faut bien plus que quelques bouts de texte. Il nous faut des institutions et parmi les institutions, il nous faut le système monétaire qui va bien. Alors, on l'a dit, cette évolution, on sait la gérer en robotisant en particulier. Or, ce que l'on sait depuis fort longtemps, c'est que les robots ont tendance à détruire en priorité les tâches qui sont allouées à la classe moyenne. Or, dans l'histoire des civilisations, lorsque la classe moyenne est fragilisée, généralement, la civilisation s'effondre.
Donc, nous avons une urgence sociétale importante. Et une des manifestations qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est toute la gestion des carrières. Alain Juppé disait: mon grand-père a eu un métier, mon père a eu 2 métiers et mon fils a 4 jobs en même temps. Aujourd'hui, nous voyons les périodes d'activité et de non-activité, c'est-à-dire de chômage, se multiplier, les périodes de chômage se rallonger pour certaines personnes et effectivement, les personnes réagissent chacune à leur manière. En particulier, certaines s'effondrent et donc leur santé se fragilise et donc ils fragilisent la société, ou bien alors d'autres se révoltent, mais comme cette révolte n'a pas la possibilité de se convertir en énergie pour aller faire des choses positives, puisqu'on leur interdit d'être dans la vie active, ces personnes deviennent dangereuses. Alors, pour ce qui est du mythe que le progrès crée des emplois nouveaux, il faut regarder les choses en face. Les femmes, dans les années 60, statistiquement, passaient 6 heures dans leur cuisine. Aujourd'hui, elles y passent moins d'1 heure. Eh bien, ce qui se passe dans les cuisines, c'est ce qui s'est passé dans les champs, c'est ce qui s'est passé dans les usines, c'est ce qui se passe dans les bureaux. Et donc, quand une entreprise se robotise, dans un premier temps, elle gagne des parts de marché, elle a détruit de l'emploi à l'autre bout du monde, et au bout d'un moment, elle est elle-même, dans son marché stabilisé, conduite à détruire de l'emploi. Donc la robotisation libère l'homme, et le challenge, c'est bien de réorienter les activités humaines vers autre chose. Et c'est cette autre chose qui nous intéresse. Justement, il se trouve que les générations montantes sont de moins en moins fascinées par le consumérisme. Au contraire, elles découvrent que quand elles donnent du temps, de l'énergie, de la créativité à la communauté leur témoigne de la gratitude, et cette gratitude leur procure des satisfactions plus profondes et plus durables que ce que sait faire le consumérisme. Et donc, on voit les générations montantes qui veulent donner du temps à la communauté. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc avec 2 économies, une économie productive, une économie contributive, et à la frontière de ces 2 économies, les tâches empathiques. Pour ce qui est des tâches productives, on va retrouver les activités agricoles, les activités artisanales, industrielles et tout ce que l'on appelle l'immatériel. Et dans les activités contributives, il y a le temps alloué à la famille, au savoir, à la connaissance, à la culture, à la démocratie, mais la démocratie qui donne du temps aux citoyens pour se former, s'informer, prendre des décisions, suivre les décisions, etc. Et si on refonde une civilisation, il est bien évident qu'il lui faut un volet spirituel pour se donner de la consistance. Pour ce qui est des tâches empathiques, elles sont dévolues donc aux résolutions de conflits, 3 types de conflits: sanitaires, juridiques et environnementaux. Alors, comment aujourd'hui les choses fonctionnent? Eh bien, tout ce qui est productif, c'est la tâche de la finance. Tout ce qui est lié aux tâches empathiques, en principe, c'est l'impôt qui est à la manœuvre. Et pour tout ce qui est des tâches contributives, il y a des subventions et des dons, c'est-à-dire des moyens qui ne sont pas du tout extensibles, bien au contraire. Et pour le mode opératoire, eh bien, on fait appel au bénévolat et au volontariat. Le bénévolat et le volontariat, c'est une non-reconnaissance de création de valeur, et les gens qui sont engagés dans ce type de mode de création de valeur, eh bien, dès la première difficulté, ils ont un petit peu tendance à dire: pour ce que je suis payé, je rentre à la maison. Donc, ce sont des systèmes instables qui doivent en permanence se réinventer, et donc qui ont un mode de fonctionnement en dessous des attentes. Alors,
la difficulté repose sur le fait que dans ces deux formes de création de valeur, nous avons des comportements économiques inverses. C'est-à-dire que dans l'activité productive, la création de valeur se déprécie à l'usage et avec le temps. Dans l'économie contributive, elle se bonifie à l'usage et avec le temps. Et pour complexifier encore un petit peu la chose, dans l'économie productive, on arrive à tout quantifier en litres, en poids, en durée, etc. Dans l'économie contributive, on ne sait pas et il est préférable de ne pas quantifier. Il n'y a pas de métrique. Donc, pour récompenser les gens sans repère, ça va être un petit peu compliqué. Alors, comme l'évolution est en cours, voilà comment le problème est résolu. Aujourd'hui, pour faire tourner l'économie, on injecte plus d'endettement que ce qui est nécessaire pour faire tourner l'économie. Et ce surendettement, il s'appelle le dividende monétaire. Il est émis par les banques centrales qui demandent aux banques de détail de distribuer ces sommes aux acteurs de l'économie réelle. Dans la mutation économique que nous sommes en train de vivre, les banques, avec leurs critères de fonctionnement, ont de plus en plus de mal à acheminer dans l'économie réelle ces surplus de liquidités qui leur sont alloués. Et donc, on voit que l'économie réelle devient de plus en plus fragile et s'essouffle et présente des signes inquiétants. Alors, les banques centrales sont tentées de dire, voilà ce qu'on va faire, puisque les banques de détail ont des difficultés, on va se substituer à elles en utilisant les monnaies numériques, qu'on va appeler les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, et on les acheminera directement aux citoyens qui pourront les dépenser directement dans l'économie réelle. Seulement, ces NMBC sont numériques, donc comme Internet, elles sont internationales, et donc les zones monétaires qui vont inventer la monnaie la plus ergonomique et la plus conciliante va évidemment emporter la mise, et donc on est en train de préparer une guerre des monnaies. Donc cette approche n'est pas du tout rassurante, mais il y a plus grave, c'est que cette approche, elle ne résout absolument pas le problème que nous avons à résoudre, qui est comment réorienter les activités de nos concitoyens vers les activités contributives. Pour le moment, voilà ce qu'on fait. Avec ce dividende monétaire, on fabrique des chèques, chèques culture, chèques énergie, chèques alimentaire, chèques vacances, etc. Et donc, on pourrait peut-être faire autrement. Alors, pour comprendre ce qu'on pourrait faire, on va faire un tout petit arrêt sur la notion des 6 temps de la vie. La vie, c'est un continuum de génération en génération. Donc, il y a un bébé qui naît, ce bébé apprend, et quand il a appris, il a envie de faire, et quand il a fait, il a envie d'innover, et quand il a fini d'innover, même s'il n'a pas eu de succès dans ses innovations, il ressent le besoin de transmettre, et quand il a fait tout ça, il a besoin de rayonner de la paix et de transmettre aux enfants qui viennent la mémoire des générations qui les précèdent. Et vous constatez que notre système socio-économique actuel ne reconnaît qu'une seule étape, c'est l'étape du faire. Et pour le reste, les citoyens sont censés par eux-mêmes trouver la manière d'optimiser l'évolution de la société, ce qui évidemment ne se passe pas si bien que ça. Alors, voilà une proposition qui pourrait nous permettre d'apporter une réponse. C'est que ce fameux dividende monétaire, eh bien, on peut le verser effectivement, comme on l'a évoqué, en monnaie, en monnaie hélicoptère, hein, c'est-à-dire en revenu de base. Mais ce revenu de base, étant donné qu'il est déversé
en crypto-monnaie, hein, en monnaie intelligente, eh bien, on va le verser pour une part en monnaie productive, pour une autre part en monnaie contributive. Et la monnaie contributive, elle est versée en tenant compte de la phase du parcours de vie dans lequel la personne est, et également en tenant compte de ses engagements dans les activités contributives dont la société a besoin. Et puis, on ne tient pas compte de la qualité de ce que font les individus quand ils disent « moi je m'occupe de la paroisse, moi je m'occupe de la bibliothèque, moi je m'occupe des personnes âgées » ou je ne sais pas quoi. C'est en rendant les monnaies contributives fondantes, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, celles qui n'ont pas été dépensées sont détruites, puisque les monnaies, les crypto-monnaies sont adossées à un mécanisme qu'on appelle le smart contract, hein, c'est-à-dire un contrat qui fait que la monnaie peut prendre une décision sur elle-même, donc s'autodétruire. Sauf que là, on rend la monnaie fondante, c'est-à-dire que la monnaie qui n'a pas été dépensée à la fin du mois, les individus sont invités à distribuer la monnaie qui leur reste aux gens dont ils estiment que ce qu'ils ont fait est bien, nécessite des encouragements et des félicitations. Donc, on cède cette monnaie fondante. Alors, cette technique n'est pas du tout nouvelle. C'est celle qui a permis, en particulier, à faire nos cathédrales. Et évidemment, au regard de la puissance qu'a généré nos fameuses cathédrales dans les communautés, évidemment, on peut se dire que cette approche contient un gros potentiel de puissance. Et aujourd'hui, on peut s'y mettre assez rapidement parce qu'il se trouve que nos infrastructures sont assez disponibles. La distribution a globalement de plus en plus des caisses enregistreuses intelligentes et les terminaux de paiement sont eux-mêmes intelligents, donc on sait qu'on sait faire. Alors, en se tournant vers ce type d'approche, on est capable d'apporter une réponse pertinente au fameux syndrome de Solzhenitsyn qui nous promettait un goulag administratif compte tenu du fait que notre soi-disant liberté est en réalité encadrée par toujours plus de textes, de réglementations, etc., qui fait que elle devient de plus en plus compliquée à mettre en œuvre et à évoluer, et au bout du bout, elle est de plus en plus injuste. Donc, avec ces notions de smart contracts, hein, on est capable de faire quelque chose de très évolutif et donc l'ajuster pour qu'il soit toujours un petit peu plus juste et un petit peu plus pertinent. Et voilà, je vous souhaite un bon débat avec Bertrand Séné.